Eh bien, bonsoir tout le monde. Pour une fois, je peux dire tout le monde. Il y a l'air d'avoir un peu plus que 2 personnes sur le stream. Alors, faut juste que je repasse sur Facecam seul comme ça. Voilà. Ok, j'ai un retour à peu près correct. Bonsoir à tous. Donc, comme je vous le disais, c'est un petit peu la panique ici, c'est principalement parce que j'ai une journée un peu chargée. J'ai pas eu le temps de trop préparer des trucs. Bonsoir Axel. Et en fait, c'est assez loin parce que fondamentalement, si je passe sur le truc écriture, vous allez voir tout de suite qu'il y a un petit problème. C'est que pour l'instant, il y a rien. Mais justement, ça fait partie des choses que j'aimerais discuter avec vous. En fait, fondamentalement, je vais repasser donc sur l'autre truc. Parce que j'aurais voulu commencer en fait la réécriture du chapitre sur les peuples, aussi connu sous le nom de chapitre sur les races, parce que c'est généralement dans la plupart des jeux de rôle, c'est comme ça qu'on appelle ça. Salut Alicia. Et puis, je suis un petit peu, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, donc j'ai pas eu le temps vraiment de lancer la machine. Et puis, je viens d'avoir quelques réflexions sur la question. Et en fait, c'est salut Kaiser Spike, bonsoir à toi. Et en fait, techniquement, on rentre dans autant l'historique, c'est en guillemets facile, c'est-à-dire fondamentalement c'est pas vraiment, c'est vraiment du pur lore. Du pur contexte, autant là pour la création, pour tout ce qui est les peuples, les cultures et les choses comme ça. Là, on rentre dans des choses, et ça, je viens d'en apercevoir en y réfléchissant 3 secondes, que ça rentre aussi dans des éléments qui ont un impact avec les mécaniques de jeu. Pourquoi ça ? J'ai dû déjà en parler, les mécaniques d'Erdorin 2300, c'est des mécaniques qui sont très narrativistes d'une certaine façon. C'est-à-dire que les personnages vont être définis principalement par des traits, des éléments descriptifs. Et en fait, tout ce qui est sur la feuille de personnage est techniquement un trait. Donc ça implique les choses assez évidentes qu'on peut voir dans dans la plupart des jeux de rôle, à savoir le peuple, la culture, le métier, le machin, puis ensuite t'as les compétences, voilà. Mais si on pose que le fait qu'un personnage soit un Elda ou un Atalen ou un Cyan, c'est un trait, ça implique des choses derrière. C'est que ça implique, il faut dire, donc il a telle ou telle capacité, il ou elle a telle capacité, telle ou telle. Dire si tu dessines ton perso, t'as plein de traits. Oui. Alors alors je pense qu'on va régler le problème très vite. Il n'y aura pas d'emplacement pour faire le portrait sur la feuille de personnage. Ça va tout de suite régler le problème. Ou alors tu le fais en pointilliste. Oui, je sais, c'est un challenge. Mais voilà, du coup, si je dois... ça t'a jamais arrêté, non, c'est vrai. Du coup, le truc, c'est que la description des peuples tels que je vais les faire dans le livre de base, ça va avoir un impact sur ce que les personnages vont pouvoir faire ou non. En tout cas, les traits qu'ils peuvent utiliser. Du coup, ça signifie que d'une certaine façon, ce que je vais devoir décrire là, c'est des trucs qui sont hyper bateaux. Quels sont les éléments constitutifs du fait d'être un humain? Quels sont les éléments constitutifs du fait d'être un Cyan? Et au niveau, on va dire,
purement physique d'une certaine façon, parce que encore derrière il y a la question de culture. Après, c'était aussi une discussion que j'avais vue sur Twitter, et là je suis en train de faire du ad lib. Là, je suis en train d'impro total et de rebondir sur des idées que j'ai vues passer à gauche et à droite. L'inénarrable Pogo, Greg Pogorzelski, pour ne pas le nommer, qui est très actif sur Blue Sky. Il était avant sur Twitter, mais aussi très actif sur Blue Sky, a fait pas mal de réflexions sur les JDR, et une des idées qu'il avait, c'était en fait simplement de laisser tomber la notion de race ou de peuple ou de quoi que ce soit. Et plus ça avance, plus je suis en train de me dire que c'est pas forcément une mauvaise idée. T'as pas de souci avec tes JDR, mais moi clairement oui. Alors tu séparer le background des cultures des données gameplay, oui et non. C'est-à-dire que autant tu peux jouer là-dessus quand tu as des trucs purement numériques, autant là quand tu as un truc narratif, il faut quand même faire un peu plus gaffe. Après, c'est aussi quelque chose qui peut aussi être expliqué dans les règles de base, en disant que la description ici elle est purement à un niveau contextuel, indicatif, etc., et que c'est pas forcément en relation avec les mécaniques de jeu, mais ça me paraît tout aussi foireux comme approche. Du coup, et le problème, c'est que je vois quand même pas comment sortir du truc. Mais c'est bien ce que tu dis, mais je suis pas sûr que ça soit je comprends tout à fait, enfin, je pense tout à fait comprendre ce que tu veux. Abandonne les espèces, abandonne les peuples. Oui, l'idée, c'est garder les cultures. Cela dit, le souci, c'est qu'il y a quand même quelques éléments qui, dans l'absolu, sont difficiles de séparer de la notion de peuple. Mais je pense quand même que je vais le laisser tomber, parce que typiquement le problème c'est qu'après il y a des il va se poser la question de c'est quoi le référentiel, c'est quoi le peuple de base en fait par rapport aux autres. Et là typiquement dans les anciennes versions de Tigre Volant, assez clairement c'était les humains. Et en fait tout tourne au fait des humains, donc il y a des gens qui sont plus ou moins un truc que les humains. Et c'est pas un Elda, c'est quoi? Voilà, question sérieuse. Alors un Elda, tu vas le définir comment? Tu vas le définir par le fait que il a une apparence qui est peut-être plus attirante pour les humains. Tu vas le définir sur le fait qu'il a une longévité plus longue que les humains. Mais tu vois, chaque fois, tu poses un que les humains. C'est un gus qui vit longtemps, qui est plus grand et plus mince, et le reste c'est sa culture. Ouais, et c'est pas complètement faux, mais t'as quand même 2-3 éléments. Typiquement, si on parle du Suilecor, c'est un truc qui est typiquement Eldarin. Mais encore, effectivement, c'est quelque chose qui peut entrer dans. Mais je pense que tu as raison, Axel, et en fait, je suis en train d'arriver à cette conclusion de mon côté, en essayant de taper très fort sur mon habitus de 40 ans de jeu de rôle qui me dit le contraire. C'est que la notion de peuple, on peut tout à fait la laisser tomber, et c'est probablement même une bonne idée. Et du coup, l'écriture des peuples, du coup, ça va simplifier d'une certaine façon. C'est que on va essayer de décrire de façon aussi rationnelle, pas rationnelle, aussi objective que possible. Qu'est-ce que c'est qu'un humain, qu'est-ce que c'est qu'un Elda, etc. Et même comme ça, c'est difficile parce que il y a énormément de variantes. Et ça, c'est aussi un truc qui me vient à l'idée quand je réfléchis un petit peu à ce qu'on avait. Je vois, soit je casse la tête entre culte d'espèces et culture, simplifie les espèces en termes uniquement descriptifs et le reste c'est leur culture. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est probablement la meilleure approche. Mais même comme ça, en disant ok, on laisse tomber tout ce qui est gameplay,
va s'attacher à une description raisonnablement objective, bah assez rapidement il y a le souci qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et typiquement ça c'est un truc justement ça tombe bien que tu sois là. La norme, les humains, pourquoi, si tu parles, c'est quoi la norme? C'est typiquement ça le problème. Alors à peu près tout dans Tigre Volant 3 tournait autour des humains. L'humain, c'est une norme de base, un repère. Oui, mais pourquoi eux? C'est les derniers arrivés dans la sphère. Pourquoi est-ce qu'on parle de eux? Pourquoi est-ce que ça serait pas les Siani? Et on revient en fait à ce que tu disais il y a pas très longtemps, je crois que c'était toi qui le disais, c'est qui écrit Tigre Volant, enfin Erdorin. Quel est le point de vue? Parce que l'auteur n'est pas un alien, oui. Encore ça se discute pour certains trucs. Oui, voilà, bah c'est un peu, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, on part du principe que les joueurs vont être des humains, plus ou moins 10% de marge erreur, et que du coup, bah on va se baser là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est un peu la référence. Mais voilà, du coup, ben j'étais un petit peu coincé par ça, j'étais un petit peu coincé par pas mal d'autres trucs, mis à part ma flamme habituelle, je veux dire. Tu voulais dire IRL? Non, j'ai très bien compris, c'était tout à fait ça. Le joueur, je dis des pourcentages expérimental, c'est un petit peu une boutade, mais enfin fondamentalement, on sait pas quoi. Mais bon, du coup, j'avais commencé quand même à écrire des trucs. Alors là, il faut que j'aille sur mon... Alors pourquoi? Parce que faut une norme, le mètre et le gramme ne sont pas différents. Alors là, par contre, je vois pas ce que tu veux dire avec ça. On va repasser sur le truc d'écriture. Boum, boum, boum. 2... Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, bah oui, c'est un... Alors... Je pense que c'est pas une mauvaise idée de l'expliquer quand même au début. Alors... Alors... le lecteur est humain. Et du coup, la plupart... J'ai l'impression que j'écris n'importe quoi, mais en fait, je pense que c'est un petit peu l'idée. Ouais.
Bonsoir Victor, bienvenue. Tu viens d'arriver. Tu arrives à temps pour avoir raté toutes les grandes discussions philosophiques sur c'est quoi un peuple, c'est quoi une norme et des trucs comme ça. Euh, je pense que du coup tu as évité de devoir taper dans ta réserve de Tylenol qui rend autiste. Alors, boum. ouais, mais bon, voilà. Moi, je tape plutôt dans l'aspirine, mais bon, de toute façon, je pense que je n'ai jamais été diagnostiqué, mais je dois quand même avoir quelques degrés de neuroatypisme par-ci par-là. Alors, non, 4. Le terme subi n'est peut-être pas forcément idéal pour ça. Alors, je vais le mettre comme pour les gens qui ont subi des modifications génétiques. Des modifications génétiques selon des critères bien précis définis par le bureau du census de la ouais, ça commence à faire beaucoup en effet, hein. Je veux dire après il reste la camomille, mais bon, je suis pas certain que ça soit une bonne idée. Ou alors la fameuse Holzhammer narcose, l'anesthésie à coups de maillet. Bah, disons techniquement la codéine, le dafalgan, ça rentre déjà pas mal dans la catégorie drogue, hein, d'une certaine façon. Enfin, je dis ça surtout parce que généralement, quand mon épouse prend du dafalgan, on a l'impression qu'elle s'est fait l'équivalent en rail de cocaïne de Genève-Paris. Donc oui, vaut mieux pas. Alors, c'est pour ça que j'en consomme par palette. Pop. Donc, hop.
Du enfin de Oui, l'avantage résistant aux drogues, c'est nul. C'est effectivement, il y a plein de trucs comme ça. Résistant à la douleur aussi, techniquement, c'est nul comme truc. Euh, ça a parfois ses avantages, mais fondamentalement, c'est assez globalement naze comme truc. Euh... Hop. Poum. Alors les Enders font de l'eugénisme. Alors c'est oui, alors ils font de tout en fait. Hein. Donc la Fédération des Hautes-Terres, c'est quand même un État qui a beaucoup de politiques que l'on qualifierait de fascistes, hein, notamment de l'eugénisme. Alors de l'eugénisme par c'est pas ou c'est plus de l'eugénisme par élimination, c'est de l'eugénisme par encouragement d'une certaine façon. Attention, point Darwin. Oui, mais carrément, mais en fait, c'est le traitement génétique qui transforme les humains en humains altotériens, en humains Highlander. C'est un truc qui est considéré comme une récompense. Donc, soit tu l'as déjà parce que tes parents l'avaient, soit oui, c'est un quatrième. Ouais, exactement. Il y a un peu de ça là-dessus.
soit tu le reçois parce que on pense que tu es un sujet méritant ou prometteur et on va te donner un traitement, on va te donner le traitement génétique qui va te permettre d'être beaucoup moins malade. Alors, ça va pas changer fondamentalement ton apparence à part le fait de faire blondir les cheveux. Même si t'es africain, hein, je veux dire, ça donne des choses des fois assez rigolotes. Mais ça sera tes descendants qui auront les véritables avantages d'une certaine façon. Mais c'est aussi une récompense parce que d'un niveau social, le fait d'avoir ce traitement t'ouvre des portes également. Il y a une sorte de méritocratie génétique dans la Fédération des Hautes-Terres qui n'est pas forcément mise en avant parce que en fait il y a vraiment un côté très méritocratique. Oui, je sais, la méritocratie c'est du pipeau. Eux aussi le savent, mais enfin ils mettent quand même ça super en avant. Ils ont quand même toute une culture là autour. Si tu es un sujet méritant, tu vas t'élever socialement. Et pour cela, on va te donner un traitement génétique. Fondamentalement, pour les gens qui le reçoivent, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires, d'effets négatifs. Il peut y avoir des personnes chez qui ça ne marche pas, ça peut arriver. Il y a des personnes chez qui il peut y avoir des effets secondaires, mais c'est assez rare. Et généralement, c'est traité parce que c'est quelque chose dont l'État sait que c'est très mauvais pour son image de marque si jamais ça foire. Donc il y a vraiment tout un suivi. Le truc, ce qu'il faut dire, c'est que par traitement, pas par sélection. Alors je sais pas ce que tu veux dire par sélection. Il y a quand même un côté, ça on en parlera quand on parlera de la Fédération des Hautes-Terres. La Fédération des Hautes-Terres a eu pendant très longtemps une hantise du mutant. Et de ce point de vue-là, oui, on a un eugénisme beaucoup plus brutal, même si 200 ans après les guerres nucléaires, c'est quelque chose, et de 250 ans après la création de la Fédération des Hautes-Terres, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu sur le déclin. Néanmoins, dans l'imagerie populaire de la Fédération des Hautes-Terres, le mutant, c'est le méchant, et en plus ça rime. Et j'avais d'ailleurs quand j'étais moi joueur dans mon propre univers avec Mathias comme meneur de jeu, j'avais imaginé un personnage qui avait une mutation secondaire qui le faisait apparaître comme un mutant beaucoup plus dangereux. On en parlera plus tard des alphans. Les alphans ont une caractéristique, c'est qu'ils ont des cheveux blancs et très souvent ils ont des pouvoirs mentaux très développés. Pas de bol, mon personnage a été donc né en Fédération des Hautes-Terres, il avait des cheveux blancs, mais il n'avait pas les pouvoirs qui allaient avec. Mais du coup, comme il était considéré comme mutant, il avait plein de problèmes. Il se faisait bully, il se faisait bolosser. Or Kyoshi c'est différent. Kyoshi n'est pas né en Fédération des Hautes-Terres. Et Kyoshi est une alpha, elle. Encore toute la question autour des alphans, on parle de mutants, je le mets en guillemets parce que techniquement des mutants, il y en a plus en vrai. À partir du moment où tu as un marqueur physique qui apparaît de façon régulière et qui implique d'autres choses, comme c'est le cas pour les alphans ou pour les Rowan, c'est plus de la mutation, c'est carrément c'est vraiment un truc qui est désormais l'alpha la plus connue de TV avec les romans. Bah oui, mais en même temps voilà. Encore que faut quand même voir que des romans, il y en a pas tant qu'ils ont lu. C'est quand même pas trop se faire d'illusions. Il y a pas énormément de lecteurs. Mais bon, en même temps, comme il y a pas énormément de joueurs de Tigre Volant, je crois que ça doit se compenser. Ça doit se compenser. Ah, et ton ego. Ah oui, alors ça... Quelqu'un a marché sur son ego. Bon. Touk, justement, on va parler des humains alphans. Poum.
Ils forment une ethnie à part entière, une sous-culture distincte. Oui, complètement. Alors bon, les alphans ne forment pas vraiment une sous-culture, c'est très discutable. Peut-être ceux de Copacabana et encore les Rowan, oui, clairement, oui, là il y a une sous-culture Rowan qui est assez évidente. Alors, les alphans apparaissent comme des humains. Comme des humains, mais avec des cheveux blancs. Cette souvent par le développement de pouvoirs mentaux par le... Alors tu dis il y a une sous-culture alpha, même si moins marquée que la culture Rowan, parce que pouvoir psy, vivre avec, apprendre à les gérer, tu apprends avec qui? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, je pense qu'il y aura, c'est vrai, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de gros guillemets un peu partout dans cette histoire. Ça rentre très clairement dans la catégorie, c'est plus compliqué que ça. Alors les Rowan sont une culture, oui et non. Là encore, c'est plus compliqué que ça. Disons qu'il existe une culture Rowan, mais les Rowan ne sont pas forcément une culture. Différence entre français et geek. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, dans la culture populaire, les alphans apparaissent comme plus chétifs que la moyenne. Mais c'est statistiquement discutable. Mauvaise feuille de style. Sont les humains avec une tête de chien. Ils sont souvent j'ai dessiné des Rowan Rottweiler collés, etc. Un Rowan caniche. Alors ça, j'aurais bien voulu voir le Rowan caniche. Ça aurait été, mais c'est, là encore, c'est pas impossible. Hein. D'ailleurs, justement, le plus souvent, la tête
celle d'un jaloux ou assimilé. Il y a beaucoup de variantes. Plus grand et plus costaud que des humains. Leur espérance de vie. Est sujette à caution. Caution. Suivant. Pouf, 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 pouf. Et là, normalement, c'est des trucs où il devrait y avoir des... C'est plus compliqué que ça. Rowan Rottweiler, c'est Arco. Alors, je sais plus s'il est Rottweiler ou simplement Dog, mais oui, effectivement, il a une tête de molosse en fait. Donc, alors, ce qui doit être assez marrant quand on y pense, c'est que ça doit poser des énormes problèmes de body language en fait. C'est fondamentalement, généralement, un Rowan, ça sourit pas. Quand ça sourit, ça monte les dents et c'est pas, ça doit pas être super rassurant en vrai. Il y avait aussi un truc auquel j'avais pensé. Alors ça c'est une idée que j'avais complètement piquée à la bande dessinée Fables de Bill Willingham. Dans cette bande dessinée, il y a un personnage qui s'appelle Bigby. En fait, pas tous les personnages, mais une grande partie des personnages principaux de Fables sont des personnages de fables, comme leur nom l'indique. Et Bigby, c'est en fait le Big Bad Wolf, le grand méchant loup. Il a une apparence humaine, mais en vrai, c'est un loup, en fait. Et la blague, c'est qu'il arrête pas de fumer. Il fume comme un pompier, puis généralement des gros cigares qui puent, des trucs absolument ignobles. Et en fait, à un moment donné, il explique qu'il est obligé de faire ça, parce que sinon, en fait, toutes les odeurs alentour l'assaillent tout le temps, et ça le rend fou. Il a un odorat qui est tellement sensible que il passe en fait son cerveau passe son temps à traiter les informations qu'il reçoit par son odorat. Du coup, il fume parce que ça sature complètement son sens de l'odorat et ça le permet de dormir tranquille, par exemple, bêtement. Alors je me demandais si à quel point ça serait pas rigolo d'avoir pas tous les Rowan, mais certains Rowan qui ont gardé cette capacité canine de capter des quantités invraisemblables d'odorat, mais ils ont pas le cerveau pour les traiter et du coup ça leur fout un peu le bordel, puis ce qui fait qu'en fait ils ont tendance à avoir des habitudes qui sont très odoriférantes, mais avec une odeur bien précise, genre les cigarettes, les biddies, ces cigarettes qui puent abominablement, pour justement tenter de flinguer leur odorat pour qu'ils leur foutent la paix, quoi. J'avais trouvé l'idée assez marrante. Et je pense assez typiquement, c'est quelque chose qui peut rentrer dans l'essai plus compliqué que ça. Alors, est-ce que j'ai pas de...
Pouf pouf. Alors, pouf. Après, ça serait aussi assez amusant de penser à un de ces Rowan qui a ce problème, qui en fait décide de l'entraîner et devient un véritable bloodhound d'une certaine façon, capable de renifler des trucs totalement, de renifler et de reconnaître des trucs complètement improbables. Boum. Alors. Rowan Saint-Hubert, ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est un petit peu l'idée, t'aurais pas osé. Bah, voilà. C'est à propos des gens qui osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Tchouk tchouk. Alors, pour les humains, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Donc. Oh là. Jean-Claude, non, c'est alors Jean-Seb jouait un Rowan. Alors je sais pas s'il était gay, mais enfin il avait c'était un hybride de Rowan et d'Elda, et il avait maxé son apparence à l'époque où il y avait encore une stat d'apparence. Et du coup effectivement il avait une tête de collet ultra beau gosse quoi. C'était assez à mourir de rire. À quelques pop. Oui, alors tu sais je vais tellement pas juger les fantasmes surtout dans Erdorin, hein, je veux dire là c'est juste c'est probablement un des trucs les plus bénins que j'ai vu passer de ce point de vue-là. Oui, Kyoshi, c'est toi que je regarde. Ouais. Entre autres, hein, je sais pas. Pop.
Hop, hop. Alors, boum. En moyenne, voilà, je sais pas si cette phrase est très claire. En moyenne, les Eldar mesurent entre 180 et 200 cm. Ils ont également une assez grande variété de couleurs de peau et de cheveux, mais avec une morphologie globalement uniforme, à part peut-être les Elenari, les Eldar des clans stellaires, plus grands et plus fins que la moyenne. Il y a peu de différence entre les types Eldarin. En fait, non. C'est-à-dire... Ah, si, c'est clair, ok. Fou, my valves. Plop. Ils sont tous un peu taillés pareil, oui. Si tu regardes les types humains et sans vouloir sans aller jusqu'à faire de la phrénologie ou quoi que ce soit, il y a quand même des morphologies qui sont très différentes entre des personnes qui sont originaires du sud-est asiatique, de l'Afrique subsaharienne ou des peuples indigènes d'Amérique centrale. Il y a des groupes alors dimorphisme, je sais pas si le terme dimorphisme est clair, mais oui, effectivement, on a sur Terre, on a quand même vraiment pas mal de trucs. Et chez les Eldar, il y en a aussi, et ça, je pense justement, c'est un truc par rapport à la Bible graphique, il va falloir y penser. J'ai pas envie que tous les Eldar ressemblent à des Finlandais, mais il y aura quand même des différences seront moindres que chez les humains. Alors il y a ça aussi, oui, effectivement, des différences plus subtiles vont être effectivement plus évidentes, avec peut-être d'ailleurs l'effet secondaire culturellement parlant qui pourrait être assez marrant, où les Eldar sont plus à même à faire du racisme entre guillemets
c'est-à-dire avoir quelqu'un, par exemple, s'il voit un Africain à côté d'un gars originaire, je sais pas, de Pologne par exemple, il va penser que c'est pas le même peuple d'une certaine façon. Ce qui est pas complètement faux, mais je veux dire, il va avoir peut-être la même notion que s'il voit par exemple un Elda et un Atalène côte à côte. On a l'impression que c'est oui. Alors on voit il y a quand même des points de contact, hein, mais c'est pas. Il y a eu des évolutions très 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 différentes. Ce qui est vrai, mais voilà, ils vont plus forcément, ils risquent d'avoir plus forcément tendance à voir ces différences comme étant beaucoup plus marquantes que les terriens. Après, enfin, plusieurs siècles de foutage sur la gueule, vont y penser, quoi. Là, je crois que je me suis pris les pieds dans ma phrase, mais c'est pas grave. Je pense que j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Touk. Alors, espérance de vie est difficile à quantifier, car il existe quelques individus qui affirment connu l'exil. Dans la version de David Brain, il y avait le problème contraire et similaire à la fois, une espèce alien très proche des humains, mais assez différente pour qu'eux ne sachent pas reconnaître un humain d'un autre de la même ethnie. Ouais, ok, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est un petit peu, là encore, on est sur le trope, tous les Chinois se ressemblent, quoi. C'est le même genre de truc à la con que tu peux avoir. Et effectivement, on pourrait aussi avoir un Eldad qui fait non mais vous les humains vous ressemblez tous, quoi. Mais oui. Les Siani typiquement, je crois que Thias avait fait cette remarque quand il avait écrit des trucs sur les Siani en disant que pour eux, fondamentalement tout ce qui est bipède et mammifère c'est le même truc, quoi. Donc ils ont beaucoup de mal à faire la différence entre un humain et un Karlan, typiquement. Alors les Talvarides, oui, mais c'est des trucs qui vont être un peu compliqués. Clairement, les cyanides, il n'y a pas les nuances de la différence. Non, ça c'est sûr. Quand même pas j'oublie de sauver parce que j'ai pas un enregistrement. Ah si, j'ai un enregistrement automatique. Tiens, c'est rigolo. J'ai même pas vu. Ah non, il est éteint. Oui, mais ça tombe bien. Alors, d'un point de vue génétique, les Atlani sont des avec un oui. Après, c'est aussi une question de contexte. Si tu dis tous les Chinois se ressemblent pour essayer de dire de toute façon j'ai pas envie de faire la différence, ça c'est potentiellement raciste. Si tu dis
pour toi, t'as du mal à faire la différence en différents chiffres, c'est pas forcément du racisme. C'est le problème, c'est toi, c'est pas eux. Je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut mettre en avant. Hein. Et je crois que même on a beau avoir des esprits très ouverts, objectivement, il y a pas mal de gens originaires d'Afrique ou d'Asie, on a du mal à distinguer. Moi, au boulot, j'ai beaucoup de collègues qui sont originaires d'Afrique. Il y a des fois où je confonds les noms. Alors déjà, de base, je confonds les noms, mais ça, c'est un autre problème. Mais il y a des fois où j'ai vraiment du mal à les. Mais je sais que c'est un problème de moi, c'est pas un problème d'eux, quoi. Évidemment. Tout est dans le contexte, oui. Alors, les intelligences sont des humains avec une part d'hérédité. Eldarine. Bon. Ce n'est pas tout à fait exact. Sont relativement rares. Apparence, les Atlani ressemblent beaucoup à des humains. Hop. D'ailleurs, si on est dans les trucs culturels, je me souviens aussi dans Babylone 5, il y a une scène à un moment donné où il y a un Minbari qui est un extraterrestre en apparence humaine, mais qui ne l'est pas. En fait, il y a beaucoup d'extraterrestres en apparence humaine, mais qui ont plein de détails qui font qu'en fait, non, pas du tout. Un Minbari qui prend à partie un humain parce que le gars en face de lui assume de façon raisonnablement innocente, mais aussi raisonnablement agaçante, que comme il a une apparence humaine, il se comporte comme un humain. Et grosso modo, enfin, il y a deux doigts de lui faire une grosse tête à cause de ça. Il y avait vraiment pas mal de trucs qui étaient assez intéressants de ce point de vue-là dans Babylone 5. Tu voyais que c'était des gens qui avaient vu Star Trek
et qui s'était dit ouais, on va faire du Star Trek, mais on va quand même essayer de pousser un petit peu plus loin le fait que c'est pas seulement des gens avec des couleurs de peau ou des coiffures idiotes, des prothèses idiotes. Et du coup, il y avait pas mal de personnes, pas mal de juste comme ça, de peuples extraterrestres qui avaient des attributs auxquels on s'attendait pas. Les Babylon 5 est énorme de ce point de vue. Les clashs culturels sont un des gros thèmes de la série. Ouais, mais complètement, ça c'était vraiment une série. Alors maintenant, elle est peut-être un petit peu datée par pas mal de trucs, mais il y avait vraiment des trucs qui étaient super bien pensés. Alors une des blagues que les gens racontent parce que c'était assez emblématique, c'est dans Babylon 5, c'est une des premières séries où on voit des gens aller aux toilettes. Et notamment des extraterrestres, il y en a des qui vont spécialement dans des toilettes à méthane ou des trucs comme ça, et t'as un gros danger chimique devant. Enfin, c'est un peu elle a mal vieilli en fait au niveau des effets en fait. Alors tout ce qui est maquillage, tout ce qui est effets spéciaux, les premiers combats spatiaux étaient faits sur Amiga, donc c'était un peu ça reste très regardable. Alors ça reste très regardable parce que justement déjà il y a un scénario qui est super solide. Alors il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres, et puis surtout justement tout ce côté culturel était quand même super bien pensé. Et puis Straczynski, qui est donc le scénariste principal de la série, avait un truc qu'il faisait souvent, c'est qu'en fait il te raconte la fin tout de suite, et en fait c'est bien plus tard que tu comprends pourquoi, et c'est généralement ça qui est intéressant. Dans un des premiers épisodes, alors sauf la première saison, non, la première saison ça va encore, c'est le pilote qui est abominable, mais la première saison, notamment la première fois où deux personnages de peuples antagonistes se rencontrent, ils se disent c'est marrant, j'ai eu un rêve à propos de vous et j'ai rêvé qu'on était en train de s'entre-étrangler. Et à la fin c'est ce qui se passe. Mais le pourquoi est super intéressant. Et il y a deux trois tweets, j'en parlerai pas pour que si des gens qui regardent cette vidéo plus tard veulent regarder Babylon 5 ne se cachent pas la surprise, mais il y a vraiment des trucs qui sont justement faits pour qu'en fait on sache. Oui, alors The Expanse, The Expanse a quand même un fil nettement plus différent parce que c'est une série où il y a pas vraiment d'extraterrestres. Oui, il y a le protomolécule, mais c'est bien plus particulier. Je veux dire, le Babylon 5 est vraiment dans un optique beaucoup plus space opéra, alors que The Expanse serait plus hard science. C'est pas vraiment de la hard science, mais ça s'approche plus de ça qu'une série comme justement comme Star Trek, comme Babylon 5, enfin Star Trek, les différents Star Trek, Babylon 5, Farscape, Star Wars d'une certaine façon, encore que Farscape et Star Wars, on est plus dans le domaine de la science fantasy, même richesse et profondeur narrative, les mêmes ambitions dramatiques, oui, complètement. Alors de ce point de vue-là, oui. Là, je crois qu'on est assez d'accord. Et en plus, il y a cette force qu'il n'y a pas d'extraterrestres, mais il y a quand même des cultures qui sont très différentes. La culture Belter par rapport à la culture martienne, par rapport à la culture terrienne, il y a énormément de choses qui sont très différentes, et c'est très bien rendu dans la série. Ça, il m'a encore fait excusez-moi, là, ça zoome, ça dézoome, parce que j'ai encore touché cette putain de molette de pouce, elle est ultra sensible, je veux dire, tu la regardes de travers, et hop, t'as 300% de zoom qui te prend dans la tronche. C'est assez difficile à gérer. Touk, Carlan, parlons des Carlan. Hop. Ça, là, vraiment, je suis en train de poser les bases, hein. Je suis vraiment en train de faire des trucs à la truelle.
pas fan de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, pour moi, ça a été une grosse déception parce que le pilote était génial, les premiers épisodes de la première saison étaient géniaux, et à la fin de la première saison, je crois qu'au milieu de la deuxième saison, j'en ai eu marre, j'arrivais pas, ça avançait pas, ça m'est complètement sorti par les trous de nez. C'est un petit peu, alors je dirais que Battlestar Galactica est un petit peu le problème de ces séries qui tournent autour des grands secrets avec des majuscules. C'est un peu le cas aussi de Lost. Lost, c'est une série dont le titre résume assez bien l'état d'esprit du spectateur, en fait. T'es perdu. Des choses se passent. C'est un peu le sbul. Et il y avait pourtant des fulgurances dans Lost. Là encore, première saison, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé aussi tout le truc qu'ils avaient fait autour de la série. À l'époque de la première saison, il y avait un site web de Ocean Airways, donc de la compagnie aérienne de l'avion qui se plante. Et tu pouvais réserver ta place sur un vol, et suivant sur quelle place tu cliquais, ça ressemblait vraiment à un truc de compagnie aérienne, et suivant quel siège tu cliquais, tu voyais des extraits de la série avec les personnages impliqués, et t'avais une notice sur le site web qui disait que tous les vols étaient annulés suite à la catastrophe du vol, machin. C'était assez bien foutu au niveau marketing. Il y avait vraiment une idée assez marrante de faire, d'ancrer la série dans une forme de réalité. De ce point de vue-là, c'était vraiment bien. Background très méta, un fil rouge qui tirait sur 12-15 épisodes et le reste c'était un remplissage plus ou moins heureux. Ouais, voilà. Et là encore, tu dis, t'as un truc qui tient sur 12-15 épisodes, tu fais ça sur 2 saisons, ça passe. Tu fais ça sur 7 saisons, non. Désolé, mais non, quoi. Alors, les Carlan. Poupou. Alors. Les Carlan. Pour caractéristiques physiques principales, une très grande taille, et une peau pas beau, peau brune. Dans les teintes de brun. Je suis plusieurs à dire ça plutôt comme ça. Alors, toc toc. Une très grande taille. J'adore les séries à grands secrets, si on en fait quelque chose. Alors, Person of Interest, je suis pas certain que ça soit une série à grands secrets à la base. Au contraire, c'est le premier grand secret est révélé tout de suite, c'est la machine. Après, il y a d'autres trucs derrière, mais fondamentalement, non, Person of Interest, pour moi, c'est pas une série à grands secrets. Oui, voilà, c'est ça. Le métaplot, c'est la machine. Alors, même truc à métaplot, c'est ok. Je veux dire, les séries à métaplot, c'est des séries. Alors, si tu veux une série à grand secret, éventuellement, on peut parler de Fringe. Et encore, je peux difficilement en parler parce que je suis pas sûr d'être allé au-delà de la première saison. Peut-être la deuxième, mais je suis vraiment pas certain. Là, déjà, on est plus, et encore, justement, le, entre guillemets, grand secret de Fringe, il est révélé à la fin de la première saison, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà.
Alors. T'as tout vu, d'accord, ok. Ça m'a... J'ai dire, en fait, là encore, c'est un petit peu comme Battlestar Galactica, j'ai trouvé la première saison vraiment bien. Le final de la première saison avec Leonard Nimoy, c'était assez... quand tu vois la vue... la vue générale à la fin de New York est assez grandiose, mais je crois qu'on avait commencé la deuxième saison et on n'avait pas réussi à accrocher. On n'est pas allé à l'époque, ça passait encore à la télé. Enfin surtout, on regardait encore la télé, remonte à oulala longtemps, mais on n'avait pas réussi à accrocher du tout. Après, dans les séries à la con, mais qui ont aussi un fond assez intéressant, qui traitent aussi de trucs culturels, on est en train de regarder la deuxième saison de Resident Alien. Donc, prendre en fait oui, bon, ça arrive. Hein. Donc, en général, dans les scénaristes de Hollywood, c'est pas la drogue de référence, j'ai l'impression, les en fait et le LSD. Au plus, il y a 50 ans, on aurait pu discuter, mais je crois que alors, les en fait, oui, peut-être. Le LSD, c'est un peu passé de mode. C'est plutôt les vacances à la neige, on va dire. Donc, alors. Une des trois inspi de singularité. D'accord, ok. Ouais, je suis pas... Ouais, je suis un petit peu étonné quand même, en vrai. Sont des... Un peuple sont... Débris. Oui, alors je confirme que je ne fais pas partie des 12 pélos qui ont vu la série en question. Je veux dire, non seulement je ne l'ai pas vu, mais j'avais même jamais entendu parler du titre. Donc, alors... J'essaie de formuler ça. Carlan, c'est les Carlan-Yandri, c'est en gros ça, c'est la version primitive, mais j'ai pas envie de dire que c'est la version primitive parce que là, franchement,
qui... c'est même pas vraiment des nomades, justement, en fait. Une seule saison annulée sur un cliffhanger. Oui, alors ça, c'est... Oui. Alors HCK, en fait, j'avais pas besoin de... C'était comme ça, du coup, quand on manque Arlan. Hop, hop. Pas précisément... s'il s'agit d'un les ou au contraire. À une forme de vie. Un vaisseau alien a explosé en orbite terrestre, semant des débris partout, mais la technologie de ce vaisseau est totalement alien. Façon troisième loi de Clark. Oui, d'accord. Donc toute technologie suffisamment avancée est indistinguable de la magie, n'est-ce pas? Je crois que c'est la première, en fait. Je sais plus si c'est la première. Donc, faut ramasser ces trucs qui changent la réalité localement et pas pour faire mignon. Ouais, c'est un peu Stalker, en fait. Ça a l'air d'être un petit peu une ressucée du Stalker c'est la troisième, d'accord. Stalker des frères Stugaski, également appelé Pique-nique au bord du chemin. Roman des années 60. C'est assez ça, ouais. Ok. Tout qu'un... Bon, boum, tac. Donc, tu prends des gus de notre époque avec nos moyens qui doivent ramasser ces trucs en évitant les katas systématiques. Ouais, ça doit être lol.
Plus j'imagine deux trois trucs rigolos du genre le marché noir pour ces machins, les gens qui trouvent un bidule cool et qui le gardent et puis ça va commencer à provoquer des catastrophes. Oui, je vois tout à fait c'est inspiré des Twilight Zone de singularité. Oui, mais ouais, alors je sais pas si tu l'avais lu Stalker. Il est vraiment assez sympa. Alors, il y a eu pas mal de... C'est assez marrant parce qu'il y a une dizaine d'années, c'est 10-15 ans, c'est un bouquin qui est un petit peu revenu sur le devant de la scène avec des jeux vidéo, avec des jeux de rôle également qui ont popé autour de ce même concept. C'était quelle série? Ah oui, bien sûr, c'était Torchlight. Ouais, bien 15-20 ans, oui, c'est Pique-Nique au bord du chemin. Et Pique-Nique au bord du chemin, c'est un sous-titre en fait d'une certaine manière. Et alors je sais pas si tu avais vu Torchlight, donc le spin-off de Doctor Who dans le premier épisode de la première saison. Quand je crois que c'est Gwen intègre Torchlight, l'institut Torchlight, on lui dit oui voilà tous les artefacts extraterrestres. Donc Torchlight est en fait, alors si tu n'avais pas vu Torchlight, donc ça se passe dans le même univers que Doctor Who. C'est d'ailleurs Jack Harkness qui est le chef de Torchlight. D'ailleurs Torchlight en fait c'est Doctor Who, c'est un anagramme de Doctor Who. Non, c'est pas un attaque de Doctor Who. C'est un anagramme de quoi? Je sais plus. Bref, t'as pas maté le spin-off. Non, c'est Torchwood, t'as raison. C'est Dr. Torchwood, qui est un anagramme de Doctor Who. C'est pas Torchlight. Torchlight, c'est un jeu vidéo. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est ça. T'as pas maté le spin-off. Donc, Jack Harkness, qui est un extraterrestre, se retrouve à la tête de Torchwood. C'est en fait un institut qui dépend de la couronne britannique, qui est installé à Cardiff, je crois que c'est Cardiff, dans le Pays de Galles en tout cas, et qui a pour but d'intercepter les extraterrestres et puis de les mettre en sécurité, capturer. Évidemment, ils ont une grosse collection d'artefacts extraterrestres et évidemment la règle, c'est de dire ils ne doivent jamais sortir du truc. Sauf que bien évidemment, on voit à la fin du premier épisode que tous les membres de Torchlight ont ramassé des trucs et font un peu n'importe quoi avec. Donc notamment genre typiquement le spray à phéromones qui fait tomber amoureux tout et n'importe qui, c'était assez fun. Alors Torchwood, je dirais que c'est rigolo à court terme, il y a 2-3 trucs assez marrants. Il y a une saison qui est vraiment très bien, je crois que c'est la 3e, c'est Children of Earth qui est hyper brutale. Je crois que c'est 4 ou 5 épisodes et c'est vraiment c'est assez violent. Il y a ensuite une série qu'ils ont faite qui était aux États-Unis qui est très très oubliable. Je dirais globalement elle est anecdotique avec quelques fulgurances sympas. Mais après je suis assez client de Doctor Who, même si ça fait depuis le départ de Capaldi. Je suis même pas sûr que j'ai vu la dernière saison avec Capaldi en vrai. Ah non, j'ai vu quelques épisodes avec l'actrice. On a dû voir peut-être la première saison avec Jodie Whittaker. C'est ça, Jodie Whittaker, je crois. Pouf. Bon, allez, cela dit, moi je suis en train de regarder l'heure, hein, quand même, il est 22h30. J'ai avancé sur mon truc, je suis pas certain de ce que j'écris, mais au moins j'ai écrit des trucs. Yeah! Ce qui est quand même un peu le but de ce stream. Mais je pense que je vais mettre un terme pour la soirée. Fan de Stargate Atlantis, donc tu ne critiques pas les gens fans de séries débiles. Ouais, alors des séries débiles, on en a vu, mais des telles quantités, c'était quand même assez conséquent. Je me souviens, par exemple, il y avait c'était une espèce de pseudo Firefly. Ouais, même Lex. Ah, Lex, honnêtement, il y avait des trucs à garder dans Lex, hein. Salut Mathias.
il y avait des choses à garder dans l'ex, je pense quand même, même si effectivement il y avait quand même des trucs assez, assez honteux. Il y avait, une espèce de Firefly avec des chasseurs de primes, je me souviens plus. Il y avait aussi un Dark Matter qui est pas le Dark Matter qui est sorti maintenant, mais qui est une série qui date d'il y a une dizaine d'années, où les personnages se retrouvent à bord d'un vaisseau et ils sont tous amnésiques. Et au fur et à mesure, faut que je me trompe, même Lex, mais c'est oui, effectivement Lex, c'était particulièrement ougle. Et donc ils se retrouvent à bord d'un vaisseau. Il y a des trucs qui étaient aussi assez intéressants. Round Patrouille Orion, non, laisse-moi deviner, c'est une série allemande des années 60, c'est ça? J'en ai entendu parler de celle-là. Je suis même pas sûr que ça soit une vraie série, si ça se trouve, c'est un petit peu comme Sanctuary Moon, en fait. « 66, ouais, voilà, c'est... Après, j'ai quand même un respect assez intense pour la science-fiction allemande, ne serait-ce que par l'existence de Perry Rhodan. Alors, attendez un instant, je vais shooter un bot et j'arrive. On va le bannir, on va le signaler. Spam, escroquerie, falsification de l'audience. Cheap viewers, rentre chez toi, maman t'appelle. Paf. Et voilà, t'évites l'archéologie des séries de SF pour ma santé mentale. Oui. Après, il y a quand même 2-3 séries dont j'ai entendu parler, qui datent d'il y a super longtemps et qui mériteraient peut-être d'être vues. Blake Seven, par exemple, série britannique, qui paraît-il était assez en avance sur son époque. Et puis une que j'ai vue, par contre, mais je pense que pas mal de gens l'ont vue parce qu'elle passait à la télé à l'époque, pas à l'époque, mais un peu plus tard. C'est Thunderbirds, je crois. Les Sentinelles de l'air en français, cette série en Super Mario Nation. Et ça, je l'ai revu assez récemment. J'avais récupéré, je m'étais fait offrir un coffret DVD de cette série. Et en fait, elle est vachement bien. J'ai vu 2-3 épisodes de Buck Rogers, j'en regarde certains. Alors, moi, je les ai vus à l'époque, je les ai vus quand ils passaient à la télé, et j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, en tout cas les souvenirs que j'en ai, je pense que je les reverrai maintenant, ça serait turbo cringe, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais les Sentinelles de l'air, c'était une série des années 60, donc c'est une espèce d'animation de marionnettes, et en fait, tu regardes, tu te dis, je pense qu'il y a des scénaristes de dessins animés japonais qui ont vu ces trucs-là, et qui 15 ans plus tard, on en fait des trucs. Ça paraît assez évident. Il y avait vraiment des trucs qui étaient assez en avance dans l'idée. Et puis il y avait ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait avec le DVD venait 2 ou 3 documentaires qui parlaient de la manière dont ça avait été fait, et tu t'aperçois que je crois que c'était Jerry Anderson qui était derrière, avait eu des idées mais complètement novatrices pour les effets spéciaux. Et un truc dont je me souviens, c'est que typiquement quand ils faisaient exploser des trucs, il le filmait avec des caméras super rapides et ensuite il le repassait à vitesse normale. Donc il te filmait un truc en 100 images par seconde, il te le repassait en 25 images par seconde derrière. Donc tu avais un effet de ralenti qui rendait l'explosion beaucoup plus impressionnante. Et c'est bien évidemment c'est un truc qui plus tard a été repris par quasiment tout le monde. Mais la série était Buck Rogers, tu avais vu à la télé. Ouais, je crois qu'elle passait à la télé suisse romande dans les fin des années 70, début des années 80, je suis à peu près certain. Et d'ailleurs, il y a un gros clin d'œil dans un des suppléments de Tigre Volant.
Je sais pas si les gens l'ont vu. C'est une de mes raisons de ne pas regarder la télé. Oui, mais toi, t'es une petite nature. Ah, bah, la première série de Battlestar, bien évidemment. Je veux dire, si on veut aller dans les souvenirs qui tapent, bon, bien évidemment, je me souviens de Goldorak, mais je me souviens également que je regardais sur la télévision suisse italienne Space Battleship Yamato, qui passait en version italienne. Quand je pouvais, parce que généralement mon père voulait regarder les actualités régionales en même temps, et comme c'était à peu près à l'heure du repas, c'était un petit peu la guerre pour la bataille pour la télécommande était rude. Je suis même pas sûr qu'on avait une télécommande à l'époque. Qu'est-ce qui t'a fait dessiner? Ben oui, on peut comprendre. Mixé Yoko Tsuno, les petits zones Battlestar en dessin, oui. Ouais, bah voilà. Je pense que... je vais voir si je l'ai là, tiens d'ailleurs. Un petit instant. Il est là. Ah. Voilà, on va quand même le montrer à la caméra. Mise au point caméra 2. La référence à Buck Rogers. Bim. Voilà, and on this bombshell, comme dirait Jérémy, je pense que je vais gentiment arriver à la conclusion de ce stream. Oui, bah oui, bien sûr. Bah, je crois que c'est le 25e siècle, hein, Buck Rogers, si mes souvenirs sont bons. Ben, merci à vous, merci d'avoir été présent, merci d'avoir un petit peu soutenu, d'avoir mis de l'ambiance, mis de l'activité sur le stream pendant que j'essayais d'écrire mes bêtises, et puis d'avoir contribué en fait à toute la réflexion, hein, au début. Merci à tous, et puis bah pour ceux que ça intéresse, donc demain live Radio Erdorin sur le live report que j'ai mis en ligne tout à l'heure, donc de le Crapcore Fest. Ça sera un débriefing avec séances photos. Alors, vous allez avoir droit à la séance diapo de nouveau. Et puis, par contre, la semaine prochaine, on va commencer en alternance. La semaine prochaine. Donc, il y aura un stream Erdorin l'air de rien, donc jeu de rôle jeudi. Vendredi, je suis à Octogone, donc à Lyon, donc pas de Radio Erdorin, mais donc comme on passe ça en alternance, le Radio Erdorin, ça sera le 17. Et là, il y aura je pense, le débriefing de l'épisode de septembre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été présent. À demain pour ceux qui seront là demain. Et sinon, tout de bon. À plus.